On va évoquer maintenant la question des réfugiés. 3 millions de personnes, on estime que 3 millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays. C'est le plus grand exode depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Emmanuel Macron, ce matin, dans un centre de réfugiés, a dit qu'il fallait venir en aide à ces hommes, et surtout des femmes et des enfants, en réalité, qui fuient leur pays. Et puis la première dame, Brigitte Macron, elle était dans une école à Épinay-sur-Seine, où elle a redit qu'il fallait être solidaire, notamment avec les enfants, et qu'ils puissent être scolarisés. On l'écoute. Ce sont les élus qui vont prendre leur part. Comment on fait dans chaque ville, comme on voit ici maintenant. Elles savent que demain, elles vont avoir un logement près de l'école. On va leur fournir également des tablettes pour que les enfants puissent avoir des cours en ukrainien. Ils sont là depuis 2 jours et ils commencent déjà à... Ils savent à peu près de quoi on parle et ils ont envie de nous comprendre. Voilà pour Brigitte Macron avec Jean-Michel Blanquer, tous les deux dans une école à Épinay-sur-Seine. 650 élèves ukrainiens ont déjà été scolarisés dans notre pays dans les prochains jours. Et bien sûr, il risque d'y en avoir de plus en plus. Jean Garrigue, c'est un effort de solidarité, de fraternité. Le président a martelé ces mots qu'il faut absolument faire. Oui, il me semble. D'ailleurs, je pense que ça commence à faire vraiment consensus, même s'il y a eu des voix un tout petit peu discordantes au début, mais on voit bien que là, il y a un effort de solidarité, d'autant plus que, d'abord, ça touche beaucoup des femmes et des enfants, parce que beaucoup d'hommes sont restés au combat en Ukraine. Ils sont obligés, il y a la loi martiale, ils ne peuvent pas quitter le pays. Ils ne peuvent pas quitter le pays. Et puis deuxièmement, parce que on s'identifie forcément. C'est quand même un combat, malgré tout, de la démocratie libérale parlementaire face à une forme de dictature que représente Vladimir Poutine, avec des gens qui sont nos cousins. Alors, personnellement, moi, je me sens un peu touché. Mon grand-père était ukrainien, donc forcément, il y a un lien très, très fort. Mais je pense qu'on sait aussi que ces gens-là n'aspirent qu'à une chose, c'est retourner à terme dans leur pays. Peut-être seront-ils obligés de rester chez nous, parce que des villes comme Mariupol qui sont complètement détruites, ça va être difficile d'y revenir. Mais en tout cas, il y a ce mouvement spontané qui est magnifique. Et cette idée, en tout cas cette mobilisation de l'éducation nationale est très importante, parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Il faut quand même envisager la manière dont ils vont être scolarisés, dont on va les aider. Je pense qu'il y a des gros efforts qui sont faits par tous les Français, par les Français les plus humbles qui se mobilisent. C'est quelque chose qui est, en temps de guerre, comme ça, c'est toujours quelque chose qui fait plaisir, quoi. Alexandre Devecchio, il y a une forme de consensus, là, même pendant cette campagne présidentielle, qui en est une vraie fausse campagne présidentielle. Il n'y a personne qui dit qu'il faut accueillir aucun réfugié ukrainien, Non, parce que je pense que les débats sont moins âpres qu'au moment de la crise syrienne, mais parce que effectivement, ça a été dit, ce sont des réfugiés qui sont plus proches de nous, ils sont européens, ce sont des réfugiés, des femmes et des enfants, et non des hommes qui ont vocation à repartir. On ne sait pas si ça va être possible, mais on leur souhaite. Donc c'est ce qui explique ce consensus-là. Et puis le contexte est différent. La crise syrienne était en pleine période d'attentats terroristes, Charlie Hebdo, le Bataclan. D'ailleurs, certains s'étaient glissés parmi les migrants pour commettre leurs attentats. Donc ça explique ce consensus. Après, moi, j'ai toujours pensé que sur la question des réfugiés, il y avait en fait un consensus de la société française et même de la classe politique. Le problème, c'est que ce statut de réfugié est souvent dévoyé. Quand il y a des crises humanitaires comme ça, ça charrie finalement une immigration bien plus large. Ça avait été le cas pendant la crise syrienne. En réalité, ceux qui sont arrivés ne sont pas des Syriens, mais des migrants économiques. Et c'est pour ça qu'il faut veiller à bien accueillir les gens, pour pouvoir bien les intégrer, et surtout à accueillir réellement des réfugiés et à pas ouvrir les vannes comme ça, parce que c'est le meilleur moyen finalement de détruire ce statut de réfugié et de faire qu'il soit remis en cause. Donc voilà, espérons que cette crise ne provoque pas de déstabilisation ailleurs et ne provoque pas de migration économique supplémentaire, parce que je crois que notre pays n'arriverait pas à l'intégrer. Aujourd'hui, on voit des migrants sous des tentes à Paris, donc on voit bien qu'on n'est pas en capacité d'accueillir convenablement beaucoup de monde. Éric Diard. Pour l'instant, vous imaginez, 650 élèves, c'est une goutte d'eau. Donc la plupart des réfugiés sont allés en Pologne, sont allés en Moldavie. Alors, je
pense qu'on va en avoir beaucoup plus, mais l'effort de solidarité français va être là. Je pense que nous sommes en capacité de les accueillir dans nos écoles, et ça sera une très bonne chose. Mais il faut pas, sachant aussi qu'on parle de l'Ukraine, mais en France, il y a une communauté polonaise aussi très importante dans le nord-est de la France. Et ces Polonais se sentent très proches, j'allais dire, de l'Ukraine. Moi, je suis allé à Lviv, quand vous êtes à Lviv, c'est à la frontière de la Pologne. Vous ne savez pas si vous êtes en Pologne ou en Ukraine. Il y a une certaine continuité territoriale. Et j'ai vu que quand même la communauté polonaise-française est très attachée à ce qu'on reçoit les Ukrainiens. François Pupponi. Le problème, bien sûr qu'il faut les accueillir. La difficulté qu'on a en France, c'est que souvent on les accueille très bien au début, on leur donne les papiers qu'il faut, et il leur faut une carte de séjour, il leur faut la CMU parce qu'ils peuvent avoir des problèmes de santé, il faut se soigner, bien entendu. Et puis après, on inscrit les enfants à l'école, et puis après, plus rien. Voilà. Moi, j'ai géré ça avec les chrétiens d'Orient qui arrivaient d'Irak et de Syrie. Après, il faut leur trouver des logements, parce qu'il y a des gens qui vont rester. Ou même s'il ne reste que 6 mois ou 1 an, on ne va pas laisser ces enfants dans des centres d'accueil qui ne sont pas adaptés. Donc les parents ont besoin de travailler, parce qu'il faut bien qu'ils vivent et qu'ils mangent. Les enfants ont besoin d'avoir quand même un minimum d'équilibre et de lieux où on peut se retrouver avec la mère, surtout quand la mère est seule. Donc c'est du logement. Et ça on a du mal à le faire. On ne sait pas bien le faire, ça. Voilà. On sait accueillir au début. Et puis après, ils se perdent un peu dans les méandres, ils vont voir les associations, ils se débrouillent, il y a des mairies qui essaient de faire. Il faut un statut à part pour eux. Il faut peut-être Non, il faut une logique, il faut des logements, il faut réserver des logements, il faut que les bailleurs sociaux des communes concernées réservent, nous on l'avait fait sur Sarcelles, on réservait des logements. Mais il y en a des logements libres. On prend ce qu'il y a. C'est pas évident, parce que les habitants historiques vous disent attendez, vous êtes bien sympathique, monsieur le maire, mais ils comprennent. Oui. Mais il faut dire, quand on n'a que 20 logements, il y en a 5 pour les Ukrainiens parce qu'ils sont prioritaires. Alors des gens qui attendent des logements depuis 10 ans, ils vous disent, mais attendez, oui, mais c'est comme ça. Voilà, il y a tout ça qui se joue. Puis après, il y a l'emploi aussi, parce qu'il faut que ces gens travaillent. Ils ont un minimum de revenus, mais après, ils peuvent pas vivre avec ce qu'on leur donne. Donc c'est tout ça qu'il va falloir faire. On peut imaginer que certains veulent retourner en Ukraine, mais ceux qui sont dans des zones complètement dévastées ou dans des territoires qui resteront sous occupation russe, je suis pas sûr qu'ils aient envie d'y retourner. Alexandre Devecchio, certaines de ces femmes et enfants ont vocation à rester sur le sol national. Oui, mais on voit bien que ça va être l'effort est pas démesuré, parce que la plupart de ces gens-là vont rester quand même dans des pays avec lesquels il y a, comme ça a été rappelé, une forme de continuité territoriale et de proximité culturelle encore plus qu'avec nous. Donc la Pologne notamment. Donc je suis pas sûr que c'est nous qui allons en accueillir le plus. Ensuite, il faudra faire un effort d'intégration, comme toujours, mais là encore, l'effort est peut-être moins difficile. Il faut le reconnaître que des gens qui viennent d'une culture différente, une religion différente, une langue très différente. Donc, je pense que c'est un effort qu'on peut faire, qui est faisable pour la France. Maintenant, toute la question, c'est l'émotion généralement qu'il y a pendant les guerres, pendant ce genre de moments. Est-ce que ça va pas créer une forme d'appel d'air et d'ouverture des vannes? C'est plutôt ça qui est préoccupant que les Ukrainiens qui viendraient en France et qui, à mon avis, ne seraient pas très nombreux. Jean Garrigue, vous êtes d'accord avec cette analyse ? Oui, je suis d'accord là-dessus. Il peut y avoir des conséquences négatives, et c'est vrai que la prise en charge, l'insertion de longue durée, l'intégration à la société française, c'est pas quelque chose qu'on sait très bien faire, et c'est la vraie difficulté, en fait. Mais c'est vrai aussi que cet effort-là nous est rendu quand même plus facile par le fait que, d'abord, que ça soit des pays comme la Pologne ou la Moldavie qui supportent le poids le plus important, c'est incontestable. Et puis aussi que y ait beaucoup de points communs, beaucoup de points communs identitaires, et de plus en plus, parce que quand même l'une des clés de cette crise, ça a été quand même de renforcer un sentiment européen, un sentiment d'appartenir à une même démocratie, à une même civilisation. Ça serait exagéré, mais en tout cas quelque chose qui nous rassemble. Et donc là, il y a pour les Ukrainiens qui viennent en France, il y a quand même quelque chose qui va permettre que ça se passe mieux, en fait, que
dans d'autres crises cas de figure, démographiques. D'un mot très rapide, ça permet aussi de réconcilier, je dirais, l'Europe de l'Ouest avec l'Europe centrale. En tout cas, les dirigeants, parce que je pense que les peuples n'étaient pas fâchés, mais vous voyez bien que la Commission européenne était très donneuse de leçons sur la Pologne, justement, qui hésitait à accueillir un certain nombre de migrants. Là, on voit bien qu'elle va faire la plus grande part de l'effort, justement, parce qu'il y a proximité culturelle et que ça lui apparaît naturel. Donc, ce serait bien aussi qu'un certain nombre de sanctions contre ces pays-là soient levées, et ça montre qu'il ne faut pas être trop manichéen, justement, en Europe, qu'il n'y a pas les bons et les méchants. Il y a peut-être des gens pragmatiques, finalement, qui accueillent selon leurs moyens et selon leur volonté. Éric Diard, sur cette immigration, c'est ce droit d'asile, en fait, qui va être accordé. Ils sont victimes d'une guerre, et je pense que les Français ont plutôt confiance sur les réfugiés ukrainiens. Ils savent qu'ils viennent malgré eux. Ils sont pas là. Ils ne viennent pas en disant on va essayer de trouver un travail en France, on va essayer d'aller regagner l'Angleterre. Non, ce n'est pas ça. Ils sont chassés par la guerre. S'il n'y avait pas la guerre, en tout état de cause, ils ne viendraient pas en France. Ils ne viendraient pas rejoindre en Europe. Il n'y avait pas d'immigration très forte de l'Ukraine vers l'Europe. Elle n'existait quasiment pas, elle était quasiment nulle. Donc aujourd'hui, si elle existe, c'est à cause de cette terrible guerre. François Pupponi. Et puis après, vous savez, ces populations, une fois qu'elles arrivent dans un nouveau pays, si elles trouvent des conditions économiques et de vie plus intéressantes, même si on a l'attachement de ses racines, de sa culture, on reste. Et si demain ils trouvent un emploi rémunérateur, ils resteront, ils créent une nouvelle vie. On a connu dans l'histoire, bien entendu, dans le passé, des phénomènes migratoires comme ça, où les gens restent parce que ils construisent leur vie en France. Et après tout, pourquoi pas, et ça ne pose pas de difficulté. Donc c'est vrai qu'il faut peut-être se préparer à un temps un peu plus long, faire en sorte de les accueillir, et puis on verra bien aussi ce qui se passera en Ukraine, parce que s'ils restent sous domination russe pendant un temps long, ils n'auront pas force. Ce sera a priori le cas pour toute une partie du territoire ukrainien. Ils ne sont pas obligés de retourner. Il y a une donnée aussi, alors qui est plus impalpable, mais que j'ai vécu, je veux dire, familialement. Je répète que j'ai un grand-père ukrainien. Il faut voir que les peuples, ces peuples-là, d'ailleurs, ce serait valable pour les Russes aussi, ont quand même une fascination, une attraction pour la société française, pour sa culture, pour son histoire, pour son identité. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important dans la perspective d'une intégration future. Quand vous allez dans un pays dont vous partagez les valeurs, ou dont même vous admirez les écrivains, etc. Là, je parle pour mon grand-père, qui était un grand admirateur des auteurs français. Bon, c'était un intellectuel, il n'était pas forcément le reflet social de tout ce que serait une éventuelle immigration ukrainienne. En tout cas, il y a quand même dans ces pays toute une tradition francophile. Et ça peut être quelque chose quand même de positif pour une intégration à venir. Il n'y a pas d'antécédents coloniaux historiques non plus, qui crée parfois du ressentiment chez des gens qui sont accueillis, mais qui estiment que c'est normal puisque la France les aurait colonisés, etc. Il faut dire que c'est alimenté par un discours intellectuel, à mon avis, pernicieux et contre-productif. Mais effectivement, il y a toutes ces questions-là qui ne se posent pas et qui rendent l'accueil plus simple. Oui, je peux vous dire que quand j'étais en Ukraine, les Ukrainiens sont fascinés par la France, par la culture, mais même le Vladimir Poutine est fasciné, on le sait, par le général de Gaulle. Donc les Russes, les Ukrainiens sont fascinés par certains hommes politiques français, par la culture, par Victor Hugo. Donc ce sont des personnes qui les ont façonnés dans leur esprit. Donc il y a une attirance, j'allais dire, à peu près naturelle pour notre pays.